On peut considérer qu'un compte clé, c'est un client qui est tellement important pour vous, en tant qu'entreprise, que, je dirais avec un peu d'humour, s'il tousse, eh bien vous vous enrhumez. Cette masterclass d'une trentaine de minutes a pour objectif de vous permettre d'initier ou de professionnaliser votre approche compte clé. Alors, pourquoi la démarche compte clé? Le premier argument qui peut venir à l'esprit, c'est tout simplement de se dire une démarche qui se développe à cette vitesse-là, avec le succès que l'on connaît, en tout cas en termes de quantité d'entreprises qui s'y intéressent, ne peut être une mauvaise démarche. Plus particulièrement, si l'on regarde les signes d'un monde qui se durcit, on peut observer 4 choses. On peut observer d'abord la concentration des marchés clients. On peut observer un durcissement des pratiques d'achat, avec des acheteurs qui se professionnalisent de plus en plus, notamment des cabinets consulting qui les aident de manière très efficace. On peut observer également des demandes de traitement homogène de nos clients internationaux à travers le monde. On peut observer enfin des demandes multiples auprès de plusieurs de nos divisions ou de nos business units. Il est vrai que ce sont ces raisons qui expliquent le mieux le développement de la démarche compte clé parce que les entreprises n'ont pas eu le choix. Mais en réalité, si nous adoptons le même regard sur l'environnement qui nous entoure que nos concurrents, nous nous retrouvons dans l'incapacité de faire la différence. Aussi, je vous inviterai volontiers à porter un regard sur les limites à votre propre organisation et également ce qui la fonde à pouvoir faire la différence. D'une part, le caractère immanquablement limité de nos ressources. D'autre part, notre vision éminemment trop court-termiste. Troisièmement, notre fonctionnement beaucoup trop en silo, c'est-à-dire un manque de transversalité dans nos fonctionnements d'entreprise, dans nos fonctionnements groupes. Et puis, in fine, notre difficulté à comprendre en profondeur non seulement les besoins et les attentes, mais aussi les stratégies de nos clients les plus importants. Il se trouve que les adeptes de l'approche compte clé retrouvent là les raisons fondamentales d'un choix intelligent de la démarche compte clé. La hiérarchisation des ressources de l'entreprise face aux opportunités de croissance, le développement de la vision à long terme dans les relations clients, la supériorité des réponses en termes de solutions ou d'expérience client et la capacité à répondre aux aspirations stratégiques des clients sur leur propre marché. Alors la meilleure preuve de la pertinence de la démarche compte clé est incontestablement l'argument financier. Une très bonne illustration en a été faite par l'organisation SAMA en partenariat avec la société de conseil Walker International. L'édition 2014 de cette étude, comme les précédents, montre que les entreprises qui pratiquent le management des comptes clés ont de meilleures performances financières. Évidemment, l'analyse de ces résultats doit être faite avec prudence pour bien valider la causalité de ce qui est observé. Il n'en reste pas moins que le succès de cette démarche est subordonné à 2 défis qui tiennent l'un à l'équilibre et au management du portefeuille de comptes clés, l'autre à la proximité relationnelle avec ces comptes clés. Pour ce qui est du management du portefeuille de comptes clés, l'idée est que la valeur de l'entreprise dépend avant tout de la valeur de son portefeuille compte clé. Et ceci est particulièrement bien illustré par ce que l'on appelle le pas de porte. Si vous regardez votre voisin, le boulanger, l'artisan boulanger, eh bien, le ticket d'entrée qu'il a dû payer pour acquérir cette boutique est proportionnel au nombre de clients qu'il reçoit, au panier moyen de ses clients et à la longueur de vie de ses clients que les financiers appellent la valeur à vie d'un client. En réalité, financièrement, la valeur à vie d'un client, eh bien, c'est le calcul à un instant donné de la valeur de tous les flux financiers qu'il permettra de réaliser à l'artisan par le jeu des taux d'intérêt. La morale de cette histoire, c'est que pour optimiser la valeur du portefeuille client, eh bien, il faut faire 3 choses que j'ai illustrées par ce que j'ai appelé la métaphore du bocal à poisson.
Si vous imaginez que le poids de poisson représente la valeur de votre entreprise, dans ce bocal qui en fait est ni plus ni moins votre portefeuille compte-clés, eh bien, en tant que responsable du développement compte-clés, vous avez 3 choses à faire. La première, c'est d'éviter aux poissons de sauter par-dessus bord, donc les fidéliser, et tant qu'à faire, les fidéliser par des méthodes attractives plutôt que par des méthodes coercitives. La deuxième chose que vous avez à faire, eh bien, c'est de faire grossir les poissons. Et la troisième chose que vous avez à faire, eh bien, le moment venu, c'est d'ajouter des nouveaux poissons dans ce bocal. Si nous nous focalisons maintenant sur le deuxième point de cette parabole du bocal à poissons, faire grossir les poissons dans votre environnement business, eh bien, ça peut être 4 choses. Ça peut être accompagner votre client sur des marchés d'application qu'il ne connaît pas pour développer ses volumes de vente. Ça peut être l'accompagner sur des pays qu'il ne connaît pas, c'est un développement international, une globalisation. Ça peut être également de passer de la vente de simples produits à la vente complexe de produits associés à des services. Et ça peut être enfin ce que les Américains appellent le cross-selling ou la vente croisée, c'est-à-dire de mobiliser non seulement une division historique de votre activité auprès de ce client-là, mais potentiellement 2 ou 3, plusieurs divisions auprès de ce client. Là où la question devient épineuse, et c'est sans doute là où la parabole du bocal à poissons s'arrête, c'est que pour développer, faire tout ce travail de développement avec les clients, eh bien, il faut entrer dans une proximité, dans une intimité avec eux, qui suppose beaucoup de ressources. Et ces ressources, eh bien, vous ne pouvez pas les dilapider sur l'ensemble de tous vos clients. Elles doivent donc être réservées à ce club de clients particuliers que vous appelez les comptes clés, CQFD. Les comptes clés. Cette question, en réalité, nous ramène à une question de terminologie. Beaucoup d'entreprises parlent de grands comptes. Est-ce qu'un compte clé est nécessairement un grand compte et réciproquement ? En général, évidemment, on dira que les grands clients sont souvent des comptes clés pour une raison tout à fait évidente, c'est que lorsque un client représente 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, eh bien, la perte de ce client peut représenter un événement tout à fait stratégiquement désastreux pour votre entreprise. Il est donc naturel que ce grand client soit un client stratégique. Ceci étant dit, un petit client, un petit poisson qui deviendra gros, peut également être un client stratégique. Je préfère, en ce qui me concerne, parler de compte clé, expression qui met l'accent sur l'aspect éminemment stratégique de ces clients pour votre entreprise. Au final, un compte clé se définit toujours à partir de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est ce que les anglo-saxons appellent top et bottom line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous développez avec ce client, le profit que vous pouvez réaliser avec ce même client, et puis l'évolution de ce chiffre d'affaires et de ce profit. Le deuxième axe, c'est un axe d'image. En réalité, si vous êtes par exemple fournisseur d'accessoires pour de la bagagerie de luxe, eh bien, il est stratégiquement important pour vous d'avoir LVMH ou Gucci parmi vos clients. C'est l'aspect prescription de vos clients, cet aspect auquel on attache tant d'importance lorsque l'on met à jour la liste de référence pour une exposition, par exemple. Enfin, le troisième axe définissant les comptes clés, c'est le degré d'harmonie ou de complémentarité que votre organisation peut avoir avec ses clients. Les anglo-saxons l'appellent fit. Il peut y avoir un fit d'ordre stratégique et un fit d'ordre culturel. Par exemple, en termes de fit stratégique, si un de vos clients s'intéresse particulièrement à son développement international, eh bien, il aura tendance à choisir un fournisseur qui peut l'emmener à l'international. Ces 3 dimensions indiquent qu'il n'y a pas qu'une seule manière de définir les comptes clés. En réalité, chaque entreprise, compte tenu de sa stratégie, va adopter une définition des comptes clés différente. Et il n'y a pas 2 définitions de comptes clés pour 2 entreprises qui soient rigoureusement les mêmes. En revanche, si véritablement vous souhaitez que cette démarche compte clés démultiplie le potentiel de votre entreprise, alors il faut se préparer à, en réalité,
des processus qui vont être longs, qui vont être beaucoup plus longs que ce que beaucoup de personnes pensent en commençant la démarche, en particulier très souvent 2 ou 3 ans au lieu des 6 mois escomptés au début, parce que eh bien, il va se jouer ici en fait une entrée au paysage de la complexité. Alors je vous propose de structurer cette discussion autour de 4 questions. D'abord, quels sont les éléments de complexité et comment les intégrer dans votre démarche? Deuxièmement, comment hiérarchiser vos ressources et adapter votre offre aux différents comptes clés. Troisièmement, comment adapter votre organisation humaine. Et quatrièmement, quels sont les facteurs clés de succès de cette démarche. Revenons aux éléments de la complexité. Ces éléments de complexité, ils sont de 2 natures. Il y a ceux qui concernent votre entreprise, entreprise fournisseur, et celles qui concernent vos entreprises clientes. Si je prends l'exemple de Schneider Electric, qui est reconnu comme un des grands exemples mondiaux en termes de maturité de l'approche compte-clé, j'ai décrit cette organisation Schneider Electric à date 2014 dans mon ouvrage. Eh bien, Schneider Electric opère sur 3 grands marchés qui sont d'une part les États-Unis, d'autre part la Chine et le reste du monde. Deuxièmement, Schneider Electric a identifié 6 business units, comme par exemple l'énergie ou comme les systèmes d'information. Schneider Electric a identifié également une dizaine de marchés d'application, comme par exemple l'eau et l'assainissement, ou bien l'agroalimentaire, ou bien les marchés miniers. Et enfin, Schneider Electric a structuré son approche commerciale de manière très hiérarchique dans chaque pays et dans chaque région. Ça, c'est pour le côté fournisseur, mais il y a les mêmes éléments de complexité côté client, avec en plus 2 éléments supplémentaires qui sont d'une part le degré de centralisation des achats. Est-ce que votre client a centralisé au niveau international cette décision d'achat ou bien est-ce que cette décision d'achat est répartie géographiquement? Et puis deuxièmement, le degré de sélectivité des achats, c'est-à-dire est-ce que votre client va acheter d'un seul fournisseur, vous, ou bien est-ce que ce client va répartir ses achats sur un grand nombre de fournisseurs? Évidemment, selon la décision qu'il prendra, ces éléments de complexité vont décupler le travail à libérer pour réussir dans l'orientation compte-clé. Face à cette complexité, tout l'enjeu est d'organiser l'ensemble de toutes les ressources de l'entreprise de manière ordonnée, cohérente les unes avec les autres, de manière synergétique en quelque sorte, afin de réaliser avec la meilleure équation économique possible vos objectifs. On parle d'alignement ou de congruence. Et d'ailleurs, cette notion d'alignement, j'ai envie de l'aborder avec une première question qui est, quand vous considérez un key account manager, un responsable compte clé, en réalité, comment doit-il répartir son énergie, son temps, entre des problématiques internes à votre entreprise et des problématiques externes de relation avec ses clients? Ben, la réalité, quand on pose la question, c'est que on aimerait bien que ces key account managers passent plus de temps à l'extérieur. Mais la réalité fait que les problématiques internes à l'entreprise, les éléments de blocage à dégripper sont tellement importants que ce key account manager va être appelé, retenu en interne pour harmoniser le fonctionnement de votre propre entreprise. Il y a donc un double alignement à respecter. Un alignement interne et un alignement externe sur lesquels vont s'agréger les éléments de la performance sur un schéma que je dois à un collègue finlandais du nom de Kaj Torbaka. À l'extérieur, il y a d'abord les processus de sélection et de planification des comptes. Il concerne la définition du portefeuille de comptes, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi les outils et les processus de planification stratégique appliqués à chaque compte, comme nous allons le voir plus tard. Il y a aussi tout l'aspect marketing et relationnel avec les clients, qui comprend bien entendu la capacité à délivrer des propositions de valeur, c'est l'aspect contractuel, et aussi les outils de conduite de la relation client sur le moyen et long terme. Par exemple, la matrice de contact qui définit les règles de partage de l'information avec chaque client.
À l'intérieur, il y a toute la gestion des talents et des moyens avec l'implication essentielle des ressources humaines, recrutement, formation, mode d'incitation salariale, et la mise à disposition de systèmes support dédiés, comme par exemple un service permettant de répondre plus efficacement aux appels d'offres. Il y a enfin les systèmes et processus de contrôle qui comprennent d'une part le pilotage de la performance du programme par le contrôle de gestion et enfin l'intégration organisationnelle, c'est-à-dire le mode de reporting et la gestion des relations entre le top management et tous les autres acteurs du programme. C'est là que l'on trouvera par exemple un programme d'executive sponsorship qui désigne pour chacun des clients les plus stratégiques un sponsor parmi les membres du comité exécutif de l'entreprise. Évidemment, le déploiement de tous ces éléments est un réel défi pour l'entreprise, et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il concerne toutes les fonctions de l'entreprise, toute son organisation, ainsi que ses processus relationnels avec ses clients. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas arrêter le temps et que l'entreprise doit continuer à vivre et à vivre de manière performante tout en gérant ce processus de gestion du changement profond. Il y a de nombreuses erreurs récurrentes associées au développement d'un programme compte-clé. Mais je voudrais en particulier en citer deux qui ont une importance capitale. La première, c'est que souvent l'initiative de la démarche compte-clé est due à un responsable commercial très motivé qui va parfois la limiter à son aspect purement commercial, justement. Or, nous savons que la démarche compte-clé est bien plus qu'une démarche commerciale, c'est une démarche stratégique, c'est une démarche qui englobe toute l'entreprise. Et lorsque la direction générale n'est pas partie prenante, motivée, motrice dans cette démarche, eh bien, cette congruence dont nous avons parlé il y a un instant ne va pas pouvoir se développer dans l'entreprise. Le deuxième biais que j'ai observé presque systématiquement dans de nombreuses entreprises que j'ai pu accompagner, c'est le départ de ce programme compte-clé avec un portefeuille beaucoup trop étoffé, beaucoup trop important. Typiquement, on va partir par exemple avec 80 comptes clés dans un schéma où on transforme une partie de la force de vente en Key Account Manager, responsable compte clé, sans même prendre le soin d'évaluer cette force de vente dans sa capacité à assumer des responsabilités de Key Account Manager. Dans ces cas-là, immanquablement, on se retrouve l'année suivante avec des équipes épuisées qui ont perdu le sens et on décide très rapidement eh bien, de passer de 80 comptes clés à 20 comptes clés. Dans le meilleur des cas, un rattrapage va être possible. Dans le pire des cas, on aura perdu la motivation et on aura aussi perdu des troupes en chemin. À ce stade, avant d'évoquer les facteurs clés de succès de la démarche compte-clé, il me paraît important de dire un mot sur deux aspects complémentaires qui sont d'une part la segmentation du portefeuille compte-clé et la différenciation de l'approche selon le type de compte-clé et d'autre part l'organisation humaine de cette approche. En réalité, une des grandes difficultés de cette approche compte-clé, c'est la hiérarchisation des ressources. Votre portefeuille compte-clé a beau être suffisamment compact, l'accompagnement de ces comptes clés dans cette relation client-fournisseur va être très exigeante en termes de ressources et en variété de ressources. Il est donc assez naturel de se demander si, au cœur de ce portefeuille compte clé, tous les clients ont le même besoin d'investissement de votre part. Et l'observation montre que ce n'est pas le cas. Cela nous conduit à deux options en termes de bonnes pratiques. D'une part, ce ne sont en réalité pas des options, ce sont deux actions complémentaires. D'une part, une segmentation du portefeuille, c'est-à-dire la reconnaissance de groupes plus ou moins homogènes au sein de ce portefeuille. Et puis, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, la différenciation de votre approche en fonction de ces différents segments. Pour ce qui est de la segmentation, en général, les bonnes pratiques autour du Key Account Management vont segmenter le portefeuille compte clé autour de deux axes
qui sont d'une part un axe d'attractivité du client pour votre entreprise et d'autre part ce que l'on appelle la force fournisseur ou en d'autres termes le positionnement concurrentiel de votre entreprise en tant que fournisseur vu par ce client. On retrouve bien ici la réciprocité, à quel point ce client est important pour moi et à quel point suis-je important pour lui. Cette approche va donner lieu à un outil qui s'appelle l'outil de segmentation compte-clé. Alors les critères d'attractivité sur cette matrice vont être des choses assez classiques comme le potentiel d'accroissement des affaires avec les clients, comme leur place sur leur marché, leur visibilité, comme leurs besoins par rapport à ce que vous savez faire de mieux. Et les critères de force fournisseur vont être des critères du type prix, qualité, délai, évidemment, contractuel, mais aussi des critères de proximité géographique, des critères de correspondance technologique par rapport aux besoins clients, etc. Alors cette matrice, elle va permettre d'identifier 4 grands types de clients. C'est un peu comme dans les relations interpersonnelles. Il va y avoir le nec plus ultra, le compte stratégique, celui avec lequel on va se lancer dans des projets de long terme, celui avec lequel les investissements réciproques seront très prononcés. Ensuite, il va y avoir les comptes de type développement, ceux qui comptent beaucoup pour vous, mais pour lesquels vous ne comptez peut-être pas autant que d'autres en tant que fournisseur. Il y aura ensuite les comptes de type maintien. Ceux-là, ils vous aiment beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement réciproque. Ceci dit, vous seriez bien stupide de ne pas en profiter. Simplement, il faudra gérer les ressources à leur minimum. Et puis enfin, les comptes de type opportunité qui ont passé le test d'appartenance au programme compte-clé, mais sur lesquels vous aurez peut-être un comportement plus transactionnel que relationnel. Alors évidemment, cette segmentation du portefeuille compte-clé n'a de sens que si elle est suivie d'une variation dans le traitement relationnel et contractuel de ces comptes-clés. Et là, toute la difficulté va être d'éviter 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est de les traiter tous de la même manière, auquel cas la segmentation ne sert à rien. Et l'autre extrême, ce serait de considérer pratiquement qu'un compte-clé égale un segment. On peut sans doute faire mieux en considérant que sur un certain nombre de dimensions relationnelles et contractuelles, certains comptes-clés peuvent être traités de la même manière. C'est ce que nous allons essayer de faire, mais c'est quelque chose que les entreprises ont énormément de mal à inscrire dans leur fonctionnement. Pourquoi ? Parce que les Key Account Managers ont l'habitude de traiter leurs comptes clés de manière tout à fait autonome et se coordonner avec d'autres sur des modes de fonctionnement pré-validés est quelque chose de tout à fait difficile. Alors sur quoi différencier cette approche avec les comptes clés ? En réfléchissant à la question, j'ai identifié 3 grandes dimensions sur lesquelles ces approches peuvent d'une part différer selon les comptes clés, mais différer d'autre part de manière systématique. Il y a d'abord une dimension contractuelle. Les aspects contractuels, c'est la nature de l'engagement contractuel. Écrit-on un contrat? Ce contrat est-il complet? Est-il partiel? Les niveaux de service. Par exemple, existe-t-il un SLA ou Service Level Agreement ou non? Troisièmement, des niveaux d'accès à la technologie. Est-ce que j'ouvre ma technologie ou pas? Quatrièmement, la politique de prix. Est-ce qu'il y a des tarifs spéciaux ou pas? Le deuxième axe de différenciation de l'approche compte-clé est l'axe relationnel. Et ce n'est pas le moins important. Sur cet axe, on peut reconnaître plusieurs critères comme la structure de l'équipe compte-clé. Existe-t-elle? Quelle est sa taille? Quelle est sa composition? La matrice de contact, c'est-à-dire les règles de partage de l'information avec le compte-clé. Le plan compte-clé, existe-t-il? Est-il complet? Est-il très détaillé ou pas? L'orchestration des rencontres clients dans la durée, quelle est leur fréquence? Quel est leur type? Où se passeront-elles? L'existence ou non de contacts top-to-top, c'est-à-dire de direction générale à direction générale avec ces comptes clés. Et puis, éventuellement, l'existence ou non d'un programme d'executive sponsorship. Et enfin, l'autorisation ou non à des relations cross-fonctionnelles, directes, du fournisseur au client. Et puis, le troisième axe de différenciation de l'approche,
eh bien ce sera ce que j'appellerais ici l'investissement interne, c'est-à-dire globalement quelles ressources, quelle quantité de ressources je vais allouer à cette relation client. Jusqu'où je vais investir, jusqu'à quelle profondeur vais-je approfondir l'analyse du compte clé, l'analyse stratégique, comment je vais allouer les ressources et combien de projets je vais accepter de traiter simultanément. Systématiser les variations dans le management de la relation compte clé au travers de cette matrice de segmentation est quelque chose qui est assez difficile dans les entreprises. Pourquoi? Parce que les Key Account Managers ont l'habitude d'être très autonomes et ont du mal à se soumettre à des règles avec leurs pairs. Pour traiter cette question, j'ai proposé de moduler de manière assez systématique chaque élément de différenciation sur une échelle à 5 positions, comme le montre l'exemple de la structuration de l'équipe compte clé. Vous avez ici une échelle à 5 positions, 1 étant le mini et 5 étant le maxi. À minima, eh bien, il n'y aura pas d'équipe compte clé. On ira chercher simplement des fonctions support ad hoc sur demande. À maxima, il y aura 6 fonctions représentées dans cette équipe compte clé. La fonction Key Account Management, la fonction vente, la fonction marketing, la fonction Supply Chain Management, production, développement. Et des profils seniors. L'intérêt de ces échelles à 5 niveaux est un intérêt à double détente. D'une part, il permet de valider un niveau d'investissement propre à chaque segment sur la matrice. Et mieux que cela encore, il permet de valider un niveau d'investissement pour cette matrice correspondant à chacun des marchés cibles. Par exemple, un client développement sur les marchés de l'eau et de l'assainissement n'aura pas forcément le même niveau d'investissement en termes de structuration de l'équipe compte clé qu'un client développement sur un marché minier. L'organisation de l'entreprise pour accueillir un programme compte clé est un vaste sujet. Il me paraît plus important ici d'aborder les rôles et responsabilités des différents acteurs. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est la répartition de ces responsabilités sur 3 niveaux différents qui vont du top management jusqu'au Key Account Manager. Ces 3 niveaux de rôles et responsabilités sont bien complémentaires les uns aux autres. La direction générale va devoir s'engager sur la stratégie compte clé. C'est elle qui va autoriser les investissements nécessaires et promouvoir une culture Key Account Management par l'intermédiaire d'un certain nombre d'organes de communication interne, d'événements internes, etc. Au niveau de chaque client, le Key Account Manager ou responsable compte clé va devoir spécifier des objectifs stratégiques pour chacun des comptes clés gérés et c'est bien cette mission qui va être au cœur de son rôle, sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Il va devoir développer les stratégies, les programmes d'action pour développer la relation et conduire cette relation dans le temps avec chaque client et en relation avec les services support. Dans la position intermédiaire, le responsable du programme compte clé va assurer la congruence entre les différentes composantes du programme compte clé, cette congruence ou cet alignement dont nous avons déjà parlé. Il va s'assurer du soutien du top management. Il va mettre en place les critères de sélection des comptes clés et veiller à l'équilibre du portefeuille. Et enfin, résoudre les conflits et les incohérences dans le suivi des comptes clés. Donc ce rôle de directeur du programme compte clé est un rôle essentiel et peut évidemment conduire à un recrutement interne ou externe. Alors au terme de cette discussion sur le développement d'un programme compte clé, il est important de s'interroger sur les facteurs clés de succès de cette démarche. Ces facteurs clés de succès sont nombreux, mais s'il fallait en retenir 3, je retiendrai ceci. D'abord, ce que j'appelle l'ancrage au top. Une démarche de cette envergure, qui comme nous l'avons vu n'est pas uniquement une démarche commerciale, mais une démarche stratégique, ne peut pas réussir si elle n'est pas promue, adoubée, communiquée, supportée par la direction générale, qui in fine va donner les moyens, notamment les moyens financiers, mais aussi les moyens humains pour la mener à bien.
Le deuxième facteur clé de succès, c'est ce que j'appellerais l'adoption grimpante. C'est-à-dire, la démarche compte-clé ne peut pas commencer très large, c'est-à-dire sur un très large portefeuille compte-clé, et superficiel. Cette démarche compte-clé doit commencer idéalement par une démarche pilote sur 1, 2, 3 ou 5 ou 10 peut-être compte-clés. Mais sur cela, il faut s'assurer que les ressources humaines ont été très rigoureusement sélectionnées et il faut s'assurer que tous les éléments de la performance dont nous avons discuté vont être développés au plus profond pour en fait, en quelque sorte, développer un blueprint, une collection d'outils et de processus qui pourront ensuite potentiellement être élargis à une plus large base de comptes clés. Et puis le troisième facteur clé de succès, c'est l'aspect accompagnement RH dans toutes ses dimensions. Accompagnement RH en recrutement, accompagnement RH en formation et accompagnement RH dans les systèmes de rémunération et d'intéressement. De toute évidence, et tous les spécialistes le reconnaissent, un des défis les plus importants de la fonction RH dans les entreprises aujourd'hui est le recrutement de cette espèce d'animal à 5 pattes que l'on nomme un Key Account Manager, c'est-à-dire une personne qui est douée à la fois de qualité marketing, commerciale, mais aussi de leadership, de capacité de management et de capacité stratégique. Cette troisième partie concerne le processus de planification stratégique qui est au cœur de la mission de chaque Key Account Manager vis-à-vis de chacun de ses clients. Ce processus de planification stratégique appliqué aux comptes clés comprend en fait 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse de la relation compte clé. La deuxième étape, c'est la définition d'objectifs et d'une stratégie particulière pour développer l'activité avec ce compte clé. Et la troisième étape est en quelque sorte le livrable de cet ensemble qui va prendre la forme d'un plan compte clé. En réalité, cette analyse, elle suppose de savoir se retirer pendant plusieurs jours, équivalent sur une période de 3 mois ou 4 mois, pour véritablement aller chercher de l'information de manière structurée sur le compte clé, dans un processus qui peut être structuré en 4 parties. Aller chercher de l'information sur la stratégie du compte clé, comme si le Key Account Manager siégeait au comité exécutif de ce compte clé. Donc c'est la déclinaison de tous les outils d'analyse stratégique, les forces de porter, l'analyse de marché, les forces concurrentielles, la chaîne de valeur. Premier point. Deuxième point, le processus d'achat et l'analyse des besoins du compte clé. Analyse des besoins de tout type, besoins psychologiques, besoins fonctionnels, besoins économiques, besoins relationnels. Troisième point de focalisation sur l'analyse de la relation compte clé, vos concurrents par rapport à ce compte clé. Et puis, dernier point d'analyse, votre historique relationnel avec ce compte clé, avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la manière dont les investissements relationnels ont été utilisés et tout l'aspect chiffré, les parts de portefeuille d'achat, l'accroissement de votre volume d'affaires, l'identification des opportunités par rapport à ce compte clé sur les différents segments de son propre marché. Et ainsi, le Key Account Manager va aboutir à un premier livrable que j'appelle la base de données compte clé. On peut subdiviser ce processus en 3 parties. D'une part, vision et mission autour du compte clé. Deuxièmement, orientation stratégique et objectifs stratégiques. Et enfin,
la partie qui va se développer vers l'opérationnel, qui va être les plans d'action. Pour ce qui est de la vision et de la mission, il va s'agir pour le Key Account Manager de lancer des messages forts à ses troupes, c'est-à-dire à son équipe compte clé, sur le sens de la mission et la manière dont on va occuper le terrain. La vision, c'est le sens de la mission. C'est voilà pourquoi nous allons nous attacher au succès de ce compte clé. Par exemple, nous voulons aider ce compte clé à devenir leader sur son marché. Et c'est important pour nous, car ça va nous mener beaucoup plus loin que ce que nous savons faire aujourd'hui. La mission, c'est un complément à la vision qui va permettre à l'équipe compte clé d'identifier là où elle doit être active et là où elle ne sera pas. Par exemple, la mission peut indiquer que ce qui va être développé pour un client va concerner un des marchés de ce client, mais pas un autre. Elle peut déclarer que sur ce client-là, en tant que fournisseur, je vais activer une de mes marques, mais pas une autre. Deuxième partie, orientation stratégique, objectif opérationnel. Sur cette partie-là, j'ai contribué à la littérature en développant un outil que j'appelle la matrice d'orientation stratégique, qui identifie si par rapport à un compte clé, je vais plutôt chercher à développer ma profitabilité, c'est-à-dire le taux de marge net, ou bien est-ce que je vais plutôt chercher à développer le volume d'activité. Et la question que je pose, c'est est-ce que développer la profitabilité d'un côté et le volume de l'autre sont possibles conjointement, parce que les conditions du business le permettent, ou bien est-ce que développer l'un ou l'autre est juste impossible parce que nous sommes en 2008 et que le climat général des activités ne le permet pas? Ou bien est-ce qu'il va être possible et je vais choisir de développer uniquement la profitabilité et pas le volume, ou le volume et pas la profitabilité? Cet outil permet de réfléchir de manière approfondie à ce que l'on veut réaliser au niveau du compte clé. Vont suivre les objectifs qui fonctionnent en plusieurs niveaux, un peu comme les poupées gigognes, c'est-à-dire un niveau supérieur que je vais appeler l'objectif stratégique sur 3 ans, l'horizon de planification, qui est généralement plutôt qualitatif et non pas quantitatif. Et à partir de cet objectif stratégique, je vais développer des objectifs opérationnels avec la question comment. Il reste alors au Key Account Manager à développer son plan compte clé, c'est-à-dire le business plan relatif au développement de la relation compte clé avec son client. Ce plan compte clé doit être validé par le responsable du programme compte clé pour que tous les Key Account Managers finalement aient le même outil. À eux de le moduler en plus ou en moins précis en fonction du segment dans lequel se trouve leur compte clé. Par exemple, un compte clé opportunité n'aura pas besoin d'un PowerPoint d'une quinzaine de pages, mais pourra se contenter d'un executive summary de 2 ou 3 pages. Pour conclure cette masterclass, j'aimerais insister peut-être sur l'importance croissante que représentent les Key Account Managers dans votre entreprise. Aujourd'hui, la situation stratégique de vos comptes clés place vos Key Account Managers dans une situation d'autorité qui nécessite des plans de formation très adaptés, qui nécessitent beaucoup de précision dans les missions et dans les profils recherchés, et qui les place au fond dans une situation d'autorité par rapport même à des services comme le marketing. Dans les démarches d'account-based marketing, c'est peut-être demain le Key Account Manager qui sera donneur d'ordre vis-à-vis du marketing pour l'aider à développer une vision au plus près de sociétés qui peuvent
de sociétés clientes qui peuvent compter plusieurs centaines de milliers d'individus qui sont source d'informations sur les besoins de vos clients.